le comité d'organisation de ce congrès pour me permettre d'exposer cette conférence intitulée L'histiocytose non virocienne, quel traitement en 2018. En fait, les histiocytoses non virociennes, c'est un ensemble de pathologies. Ce sont des pathologies rares, pathologies inconnues, de survenue sporadique. C'est une pathologie qui se caractérise par un polymorphisme clinique très important, un pronostic variable, et c'est une pathologie récidivante qui évolue par poussée. C'est une pathologie qui touche les enfants, mais aussi les adultes. Les cas pédiatriques sont plus fréquents. Maintenant, on dispose d'une classification qui est basée sur le nombre de types d'atteintes organiques. Il existe l'histiocytose non virocienne localisée qui touche essentiellement l'os, les poumons et la peau. Il existe aussi l'histiocytose non virocienne systémique, qui est une vraie maladie de système qui touche plus qu'un organe. Tous ces histiocytoses partagent en fait une étiquette histologique qui est la présence de cellules dendritiques qui expriment le CD1A et ou le CD205. On voit ici donc la cellule dendritique. Donc une pathologie de cellules dendritiques, c'est l'histiocytose. Ces cellules dendritiques ont des progéniteurs au niveau de la moelle osseuse. Ils migrent vers la peau et les autres organes, mais leur maturation se fait au niveau du ganglion, où elles vont avoir donc leur rôle qui est la présentation antigénique pour les lymphocytes, d'où leur intérêt dans le processus immunitaire. Lorsqu'on parle d'histiocytes, il y a plusieurs histiocytes, il y a plusieurs histiocytoses. Donc, lorsqu'il y a une prolifération des cellules dendritiques d'une façon polyclonale, on va avoir des leucémies et un certain type de lymphome. Lorsqu'il y a en fait une atteinte des cellules dendritiques qui n'est pas proliférative et qui n'est pas clonale, donc on va avoir des histiocytoses de type maladie de surcharge, comme la maladie de Gaucher, Niemann-Pick, sphéromégalos, et aussi des histiocytoses réactionnaires, exemple de type de syndrome d'activation macrophagique. Les histiocytoses proprement dites donc, se répartissent en deux groupes. Les histiocytoses à cellules de longue guérance, c'est notre sujet, les histiocytoses longue guéranciennes, et l'autre groupe, ce sont les histiocytoses non longue guéranciennes, Lerden-Chester, Rosel-Dorfman et l'axanthulmatose juvénile. Donc, pour l'histiocytose non guérancienne, elle touche les enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, essentiellement, et chez l'adulte, le pic de fréquence est entre 20 et 40 ans. Donc, on voit ici la disposition en granulome des cellules histiocytaires, l'expression de CD1A et l'expression de CD205. C'est une pathologie avec un polymorphisme clinique. Tous les organes peuvent être atteints. Les organes les plus atteints sont les os, la peau, les poumons, le système nerveux central, essentiellement l'hypophyse, mais aussi l'atteinte des organes hématopoïétiques qui peut se voir au cours de cette pathologie. On voit ici en fait des lacunes, au niveau de la voûte crânienne. Une autre localisation osseuse, ce sont les mandibules avec chute des dents. Il y a l'atteinte des corps vertébraux, donc aussi une atteinte sacrée qui est caractéristique, aussi une localisation fréquente au niveau des ostéocytes. L'atteinte des os longs, essentiellement les fumiers, mais aussi des os plates comme l'omoplate. L'atteinte cutanée, les localisations les plus fréquentes sont l'atteinte des cuirs chevelus et aussi les plis cutanés. Le diabète insipide peut se voir lorsqu'il y a une atteinte de l'hypophyse ou la tige pituitaire. D'autres localisations cérébrales plus graves, c'est au niveau cérébral, mais aussi l'atteinte cérébelleuse caractéristique de l'histiocytose non guérancienne. L'atteinte pulmonaire, c'est une atteinte kystique, surtout sur une maladie kystique en fait diffuse des poumons. Bon, pour la prise en charge de l'histiocytose non guérancienne chez l'adulte, ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a pas d'essai thérapeutique randomisé chez l'adulte. Tout ce qu'on voit chez l'adulte, c'est une extrapolation à l'adulte des études randomisées qui ont été faites chez l'enfant.
On dispose de quelques recommandations, les plus récentes sont en 2013. Ce sont des recommandations de catégorie C, puisqu'ils ne sont pas basés sur des essais thérapeutiques, mais plutôt sur des avis d'experts, parce qu'il y a en fait un manque de données scientifiques. Dans ces recommandations, lorsqu'on fait un diagnostic d'histiocytose, il recommande de faire un bilan d'extension systématique. Ce bilan d'extension, ça part par l'examen clinique. Il faut avoir un examen clinique complet pour chercher les signes d'appel, un bilan biologique, l'ANFS sur tous les plaquettes, le bilan hépatique, le bilan rénal, l'immunogramme, la créate, le bilan inflammatoire, l'FT4-TSH. Vu la fréquence de l'atteinte osseuse, il faut faire aussi radiographie de la squelette complet. Il faut faire radiographie thoracique à la recherche d'atteinte pulmonaire et l'échographie abdominale. Toutes ces explorations sont systématiques selon ces recommandations. Et puis, il y a d'autres explorations qui vont être faites. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs explorations. Ces explorations sont à faire selon les signes d'appel. Donc, ce sont des explorations essentiellement morphologiques, c'est l'IRM et le scanner, et aussi des explorations faites histologiques, c'est la biopsie. De plus en plus, on met en évidence l'intérêt du PET scan dans l'exploration, dans le bilan d'expansion d'histiocytose ancienne. Le PET scan il peut mettre en évidence des atteintes systémiques, infracliniques et même infraradiologiques, comme les atteintes glandulaires, les atteintes ganglionnaires, les atteintes hépatiques, spléniques et même des atteintes osseuses non révélées par la radiographie ni le scanner. Au terme de ce bilan d'extension, de ce bilan lésionnaire, on peut classer l'histiocytose longue et ancienne en 3 groupes, schématiquement en 3 groupes. Le premier groupe, c'est la maladie monocystémique, c'est la tête d'un seul organe, essentiellement l'os, le système nerveux central et les histiocytoses cutanées et pulmonaires. Deuxième groupe, c'est une histiocytose multisystémique, mais sans atteinte d'un organe à risque. Et le troisième groupe, c'est la maladie multisystémique, mais avec atteinte d'un organe à risque. L'organe à risque, ce sont l'atteinte hématopoïétique, l'atteinte de la rate, du foie et lésions tumorales du système central. Pourquoi on les appelle des organes à risque? Puisque dans les séries pédiatriques, il y a une association de ces atteintes systémiques avec une surmortalité pédiatrique. Donc on extrapole ça à l'adulte, on dit que lorsqu'il y a une atteinte de ces organes, il y a une surmortalité. Donc c'est un groupe de malades à part. Pour le traitement, je commence par dire que c'est une pathologie qui est difficile à traiter. Pourquoi? D'une part, le nombre réduit de patients avec une prise en charge multidisciplinaire. Donc chaque médecin ne va pas avoir en fait beaucoup d'histiocytose dans sa vie, dans la prise en charge. Il y a du polymorphisme clinique, l'histiocytose localisée, multifocale, multisystémique. Il y a l'évolution par possible de rechute fréquente, c'est une maladie qui est très longue. Il n'y a pas d'essai randomisé thérapeutique chez l'adulte, il n'y a pas donc de recommandations validées, on a que d'avis d'experts. On commence par l'histiocytose longue et ancienne localisée, l'histiocytose longue et ancienne osseuse unifocale. Le traitement n'est pas en fait compliqué. La biopsie curetage pour faire les diagnostics, souvent ça suffit pour le traitement, puisque c'est une seule lésion. L'exérèse complète de la lésion lorsqu'elle est de grande taille n'est pas recommandée parce qu'elle va entraver la cicatrisation. La radiothérapie décrite chez les enfants n'est pas recommandée chez l'adulte. Et on a quelques mesures symptomatiques comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de douleur. Mais c'est une atteinte qui n'est pas aussi bénigne que ça, puisqu'il y a des localisations osseuses à risque fonctionnel important avec le geste local qui n'est pas réalisable, on ne peut pas faire l'exérèse. C'est le cas de l'atteinte de l'apophyse odontoïde, l'atteinte vertébrale avec extension aux parties molles et l'atteinte du rocher. Il y a aussi d'autres atteintes osseuses à risque neurologique, essentiellement l'atteinte du massif crânio-facial et l'atteinte vertébrale avec compression médulaire. Dans ces cas, il n'y a pas de traitement local, mais plutôt c'est un traitement cytotoxique, c'est un traitement systémique qu'il faut entamer chez ces patients. Pour l'atteinte cutanée, donc, il y a l'exérèse complète lorsque la lésion est unique, de taille limitée. Les dermatologues utilisent plutôt les corticoïdes topiques, il y a aussi la cariolysine topique. Lorsque les lésions sont étendues, on peut utiliser la cubathérapie
quelques cas rapportés des caisses de report qui montrent l'intérêt de quelques médicaments cytotoxiques dont l'atteinte cutanée isolée comme la thalidomide, méthotrexate et l'interféron alpha. Pour l'histiocytose pulmonaire, avant tout, il faut avoir un sévrage tabagique puisqu'il y a l'effet déclencheur de l'histiocytose par le tabac. Les corticoïdes avec les bêta-mimétiques inhalés lorsqu'il y a un bronchospasme, l'abstention thérapeutique et la règle dans l'histiocytose, en fait, l'histiocytose pulmonaire isolée. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des auteurs qui décrivent l'efficacité de certains agents cytotoxiques, comme la cladribine, qui est décrit comme très efficace dans les formes kystiques diffuses du poumon. On voit ici l'évolution spectaculaire des lésions kystiques avant et après traitement par cladribine. En fait, les autres traitements qu'on peut utiliser en cas d'atteinte de diabète insipide, c'est la desmopressine et les liosolvants en cas d'atteinte hépatique avec cholestase hépatique. Le bilan lésionnel qu'il faut faire, il va nous permettre aussi de faire le diagnostic d'une maladie multisystémique. Dans ce cas, ce sont les traitements cytotoxiques. Il n'y a pas de consensus, donc il y a une revue de la littérature sur 20 ans d'agents cytotoxiques. Et ces 20 ans de cytotoxiques, on a utilisé plusieurs agents cytotoxiques comme chef de file de vinplastine avec le prednisone, la cladribine, la racitine, mais en fait, il n'y a pas d'essai thérapeutique randomisé, il n'y a pas un traitement consensuel, il y a l'extrapolation des études pédiatriques. Les études pédiatriques les plus répandues, ce sont les études qui ont été faites par une société internationale, c'est l'Histiocytose Society. Il y a 3 études, l'LCH1, l'LCH2 et l'LCH3 qui ont été faites dans des intervalles de temps variables. La première étude randomisée en 1991 à 1995, il y a 6 mois de traitement. On va comparer la vinplastine à l'étiposide avec une association au corticoïde. Donc il y a 2 bras, donc ou bien c'est la vinplastine ou bien l'étiposide avec les corticoïdes. Et on ne trouve pas de différence significative, ni en termes de réponse, ni en termes de rechute ou de survie entre les deux molécules. Donc, les auteurs ils recommandent l'utilisation de vinplastine, puisque l'étoposide, il y a plusieurs en fait, effets indésirables, essentiellement hématologiques. La survie à 5 ans n'est pas bien, il y a 62%, et la rechute à 5 ans, c'est un malade survie. La deuxième étude menée en 1996, toujours 6 mois de traitement. Ici, on va comparer les vinplastines avec les corticoïdes, mais aussi comme traitement d'entretien les 6-mercaptopurine. Et dans le deuxième bras, on va ajouter à tout ça l'étoposide. Donc, c'est le schéma de l'étude. Ce qui sort, en fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à l'étoposide, puisqu'il n'y a pas de gain. Lorsqu'on ajoute l'étoposide, il n'y a pas de gain sur la surmortalité. Et aussi, ici, en ajoutant les mercaptopurine, il y a plus de survie à 5 ans et moins de rechute. Dans cette étude, on a fait la part entre un groupe avec atteinte des organes, en fait, à risque et un groupe sans atteinte des organes à risque. Et ce que sort, lorsqu'il n'y a pas d'atteinte d'organes à risque, il y a une réponse plus rapide et une survie meilleure. Donc, ces auteurs recommandent de ne pas prescrire le 6-mercaptopurine dans les histiocytoses longues et anciennes systémiques en l'absence d'atteinte d'organes acides. La troisième étude, c'est LCH3. Dans ce cas, dans cette étude, c'est 12 mois de traitement au lieu de 6 mois. Toujours la vinplastine, les corticoïdes et les 6-mercaptopurine. Et on ajoute dans le deuxième bras le méthotrexate. Donc il n'y a pas de différence lorsqu'on ajoute le méthotrexate, mais on gagne en ajoutant la 6-mercaptopurine. Avec 12 ans de traitement, on gagne de survie et on gagne aussi de rechute. Un malade sur 4 qui va rechuter. Donc, au terme de cette étude, on a un gain pour le traitement à 12 mois et on préconise un traitement à 12 mois pour l'histiocytose longue et ancienne avec atteinte d'un organe à risque.
Pour le deuxième groupe, lorsqu'il n'y a pas d'atteinte d'organes à risque, donc on a comparé les 6 mois de traitement versus 12 mois de traitement, et ce que sort, qu'il n'y a pas de gain sur le plan survie, mais il y a en fait moins de réussite lorsqu'on prolonge le traitement à 12 mois. En pratique, donc, la plupart des recommandations, même c'est surtout les recommandations françaises, préconisent un traitement de première intention qui comporte 2 étapes. La première étape, c'est la phase d'induction, 6 semaines. Il y a la vinblastine 6 mg par mètre au carré en IV tous les semaines, pendant 6 semaines. On ajoute les corticoïdes 1 mg par jour pendant 4 à 6 semaines. Le traitement d'entretien, lorsqu'on a une rémission, on va continuer la vinblastine, mais au lieu de chaque semaine, donc on va prescrire la vinblastine chaque 3 semaines, associer corticoïdes à chaque fois et associer surtout au 6-macatopurine, 50 mg par mètre carré par jour, s'il y a une atteinte d'un organe à risque, et c'est la durée de traitement est de 12 mois. En cas de résistance, en cas de rechute fréquente, donc il y a beaucoup d'autres médicaments qui peuvent être utilisés, la gladribine, la citarabine, la chlorphamidine, mais tous ces traitements, c'est à propos de cas rapportés. Des cases reports, il n'y a pas de consensus, qu'est-ce qu'on va utiliser après le traitement de première intention. Tout ça, ce sont les schémas thérapeutiques avant en fait 2010. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2010? Il y a une découverte d'une mutation du gène BRAF. Le gène BRAF qui code pour la protéine oncogène BRAF qu'on trouve dans les différents néoplasies, essentiellement les mélanomes. Et ce gène, et cette protéine, elle entre dans la composition de MAP kinase qui s'active en cascade et qui aboutissent à la prolifération et la différenciation cellulaire. Donc cette mutation, c'est la mutation V600, c'est la mutation la plus fréquente. Elle est associée à une atteinte cutanée, mais aussi, c'est surtout à une atteinte des organes à risque. Donc, en voyant ici aussi que cette mutation, elle est associée en fait à la pourcentage de rechute. Les patients qui présentent cette en fait, mutation, ils récidivent plus. D'où l'intérêt donc des inhibiteurs de BRAF qu'on utilise souvent normalement dans les mélanomes métastatiques, des équipes essentiellement français qui ont commencé à traiter leurs malades par le Humira-Finib. C'est un inhibiteur de BRAF dans des séries pédiatriques et dans quelques cas d'adultes. Ils décrivent en fait une rémission dans les cas de histiocytose longue-guérantienne avec atteinte d'organes cibles et d'organes à risque et qui sont résistantes au traitement habituel. D'autres molécules anti-BRAF ont été élaborées. Donc il y a des études maintenant qui sont en cours dans la phase 1 et 2 pour évaluer et pour valider ces traitements. Donc ces traitements ils vont bloquer le RAF. On a aussi d'autres mutations après la mutation V600, il y a d'autres mutations et les traitements anti-BRAF qui ont montré leur efficacité in vitro, ça reste des études randomisées et des grandes séries pour valider leur étude in vivo. Il y a aussi d'autres inhibiteurs qui vont bloquer le MEC, donc moins d'effets indésirables que les anti-BRAF. Donc, en conclusion, je dis qu'il n'y a pas de traitement consensuel pour les cystoses longue-guérantiennes, surtout pour les histiocytoses longue-guérantiennes systémiques. Il y a des traitements des formes localisées, ça dépend de la nature de l'organe atteint. Les traitements cytotoxiques pour les formes systémiques, mais aussi pour les formes localisées à risque fonctionnel et ou vital. La notion d'atteinte d'organes à risque est très importante, il faut le tenir en compte pour décider le traitement cytotoxique, c'est-à-dire le 6-mercaptopurine. Le gold standard, surtout chez les Français, c'est la vinblastine, les corticoïdes. On associe le 6-mercaptopurine en cas d'atteinte d'organes à risque. La durée du traitement, ce n'est pas 6 mois, mais c'est plutôt de 12 mois.
Les résistances sont, donc en cas de résistance, il y a plusieurs d'autres molécules cytotoxiques. Et maintenant, il y a l'innovation thérapeutique, c'est le blocage des gènes de la voie MRP kinase qui présente une innovation thérapeutique dans cette pathologie.